10 minutes avant d'avancer vers l'hôtel, ma demoiselle d'honneur me murmure « Ne sors pas ». Derrière la porte, je découvre ma famille, père, mère et sœur, réunis pour une intervention. Micro et lettres en main, ils m'attendent. Ce qu'il ignore ? Mon fiancé est déjà au courant de tout. Je m'appelle Adèle Dubois. J'ai 32 ans. Et 6 jours avant mon mariage, j'ai découvert que ma mère avait accepté 40 000 € d'une autre famille pour m'empêcher d'épouser l'homme que j'aime. Elle ne me l'a pas dit. Elle ne l'a pas dit à mon père. Elle a pris l'argent, a écrit un discours que mon père devait lire à l'hôtel, et a invité l'autre homme à s'asseoir au 3e rang. 10 minutes avant la cérémonie, ma demoiselle d'honneur m'a regardé et a dit 3 mots, « Ne sors pas ». J'ai entrouvert la porte. Toute ma famille se tenait devant l'hôtel. Microphone, lettres, caméra de téléphone en mode enregistrement. Ce qu'ils ont fait ensuite était censé me briser. Ça n'a pas été le cas. J'ai grandi dans une maison à plusieurs niveaux à 18 km de Grenoble, en Isère. Rien d'extraordinaire. 3 chambres, une salle de bain, un jardin avec une balançoire rouillée que mon père n'a jamais démontée. Mon père, Olivier, a travaillé 31 ans pour la Poste. Ma mère, Christine, a géré le cabinet dentaire jusqu'à sa retraite anticipée à 54 ans. Ma sœur, Chloé, a 5 ans de moins que moi. Et depuis le jour de sa naissance, l'équation dans notre maison a changé. Je suis devenue la responsable. Celle qui cuisinait les accompagnements des grands repas de famille à 14 ans. Celle qui conduisait ma grand-mère à ses séances de dialyse tous les mardis parce que ma mère disait qu'elle était trop fatiguée. Celle qui gardait Chloé tous les vendredis soirs pour que mes parents puissent aller dîner. Ma mère avait une phrase qu'elle utilisait comme un hymne, « Tu es l'aîné. Tu dois montrer l'exemple ». Alors, je l'ai fait. J'ai payé mes études au lycée technique Saint-Martin, travaillant le matin dans un café de l'avenue du Grésivaudan. J'ai été transférée à l'université Grenoble-Alpes. J'ai obtenu mon diplôme de parajuriste en contentieux sans aucune aide de quiconque assis dans mon salon d'enfance. Aujourd'hui, je travaille comme parajuriste en contentieux chez Mercier et Associés, un cabinet d'avocats spécialisé en droit de la famille en centre-ville. Je gère les litiges de garde, la division des biens, les ordonnances de protection. J'ai acheté ma propre maison de ville il y a 2 ans. Je ne dois rien à personne. Mais dans ma famille, bien réussir pour soi-même ne vous vaut pas d'applaudissements. Cela vous vaut plus de responsabilités, plus de repas de fête à préparer, plus de courses à faire, plus de silence quand vous demandez quelque chose en retour. Je n'ai jamais demandé d'argent à mes parents pour mon loyer. Je ne leur ai jamais demandé de me conduire. Mais d'une manière ou d'une autre, j'étais toujours celle qui leur devait quelque chose. Ma mère gère notre famille comme un maire gère une petite ville. Elle contrôle le budget, l'emploi du temps, le récit. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas évincé. Vous êtes culpabilisé jusqu'à ce que vous cédiez. Son arme favorite est une seule phrase, après tout ce que j'ai fait pour cette famille. Elle l'a dit quand je lui ai dit que je ne pouvais pas conduire Chloé à son rendez-vous chez le coiffeur. Elle l'a dit quand j'ai manqué le brunch de Pâques parce que j'avais une échéance de dossier. Elle l'a dit si souvent qu'à l'âge de 30 ans, je pouvais sentir les mots se former avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Ma sœur Chloé a 27 ans. Elle vit dans un appartement d'une chambre que ma mère paie. Elle se dit créatrice de contenu. Elle a 3200 abonnés. Elle publie des photos de brunch et des vidéos de tenue, et occasionnellement une vidéo de 30 secondes sur le journaling. Ma mère a acheté une voiture à Chloé pour son 25e anniversaire. Ma mère ne m'a jamais rien acheté qui ne soit assorti d'une condition. Et puis il y a mon père, Olivier Dubois, le fantôme au bout de la table. Il est assis dans son fauteuil inclinable. Il lit le Dauphiné libéré. Quand il y a un conflit, il dit 4 mots, « Écoute ta mère ». Puis il tourne la page. J'ai intériorisé cette dynamique pendant 32 ans. Je me suis dit que c'était normal. Chaque famille a ses rôles. Chaque fille aînée porte son poids. Mais il y a 3 ans, quelque chose a changé. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a regardé et a vu une personne, pas une fonction, pas une réparatrice, pas celle sur qui on peut toujours compter.
il s'appelle Marc. Et quand je l'ai ramené à la maison pour le repas de l'Action de grâce, tout a changé. Marc Delacroix est un ingénieur en structure. Il conçoit des ponts et des parkings pour un cabinet de l'Ouest grenoblois. Il a 34 ans, mesure 1,85 m, est calme de la manière qui pousse les gens à se pencher pour l'écouter. Nous nous sommes rencontrés lors d'une levée de fonds pour la Ligue urbaine de l'agglomération grenobloise. Il m'a posé des questions sur mon travail. J'ai parlé pendant 40 minutes. Il a écouté chaque mot. Il y a 4 ans, je l'ai amené au dîner de l'Action de grâce chez mes parents. Il portait une chemise repassée. Il a apporté une bouteille de vin et un bouquet de tournesol pour ma mère. Il a serré la main de mon père et a dit « Monsieur ». La réaction de ma mère fut un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle a mis une assiette de plus à table et a dit « Il semble gentil ». C'est tout. Pas de questions complémentaires, pas de chaleur, juste 2 mots enveloppés d'une politesse froide. Après le dîner, pendant que Marc aidait à laver la vaisselle, ma mère m'a tiré dans le couloir. « Es-tu sûre de ça ? Tu pourrais faire tellement mieux, Adèle. » Elle n'a pas dit ce qu'elle voulait dire. Elle ne le fait jamais, mais le sens était là entre nous comme un meuble. Chloé est passée par la cuisine, a jeté un coup d'œil à Marc et a dit « Ce n'est pas ce que j'imaginais pour toi, ma sœur. » Puis elle a ri et est partie. Mon père n'a rien dit. Il regardait le football dans le salon avec le volume au maximum. Cette nuit-là, après le départ de Marc, j'ai trouvé ma mère assise à la table de la cuisine, écrivant quelque chose sur une feuille de papier jaune lignée. Je lui ai demandé ce que c'était. Elle l'a plié et l'a glissé dans son sac. Juste des notes pour la planification de Noël, a-t-elle dit. Je n'y ai plus repensé pendant 3 ans. J'aurais dû. Les 4 années suivantes se sont déroulées comme un schéma que l'on ne voit que lorsqu'on prend suffisamment de recul. Première année, ma mère a oublié d'inviter Marc au dîner de Noël. Elle a dit que c'était juste pour la famille. Je lui ai rappelé que Marc faisait partie de ma vie. Elle a dit, « Eh bien, il n'est pas encore de la famille, n'est-ce pas ?» Deuxième année, ma mère a organisé un barbecue de quartier et m'a présenté à Antoine Bernard, le fils de Carole. Il venait de rentrer de Lyon. Un jeune homme formidable. Antoine était poli, fade, et clairement placé à côté de moi exprès. Marc se tenait à 2 mètres de là, tenant une assiette de maïs. Troisième année, ma mère a complètement cessé de poser des questions sur Marc. Elle le désignait comme « ton ami ». Quand je la corrigeais, elle changeait de sujet. Quand Marc l'a appelée pour lui souhaiter un joyeux anniversaire, elle a laissé le message sur le répondeur. Il ne s'est jamais plaint, pas une seule fois. Sur le chemin du retour après chaque dîner, chaque fête, chaque visite dominicale gênante, Marc me tenait la main et ne disait rien de méchant sur aucun d'entre eux. Cette retenue lui a coûté quelque chose. Je le voyais dans la façon dont il expirait lorsque nous arrivions à notre allée. J'ai commencé à passer moins de temps chez mes parents, moins de dîners du dimanche, moins d'appels téléphoniques. Ma mère l'a immédiatement remarqué. « Tu as changé depuis que tu l'as rencontré », a-t-elle dit. Cette phrase était une grenade enveloppée de fausses inquiétudes. Elle voulait que je m'excuse. Je ne l'ai pas fait. Ce que je ne savais pas, c'est que ma mère faisait des plans. De vrais plans. Le genre qui implique des poignées de main et des virements bancaires et la famille d'un homme prêt à payer pour un résultat. Je n'ai appris rien de tout cela que 6 jours avant mon mariage. Et à ce moment-là, le prix de ma vie avait déjà été fixé. Marc m'a fait sa demande sur les rives de la rivière Lizère, près du même sentier de promenade où nous avions eu notre premier rendez-vous. Pas de boîte à bagues cachée dans le dessert. Pas de flash mob, juste nous deux sur un banc au coucher du soleil et une petite boîte en velours qu'il a tirée de la poche de sa veste. J'ai dit oui avant qu'il ne finisse sa phrase. J'ai appelé ma mère ce soir-là. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Je lui ai dit, et pendant 3 secondes complètes, la ligne est restée silencieuse. Eh bien, a-t-elle dit, j'espère que tu as bien réfléchi. C'est tout. Pas de félicitations, pas d'enthousiasme, pas de questions sur la bague ou la date ou ce que je ressentais.
Juste le ronronnement du réfrigérateur de son côté et une phrase qui a atterri comme une porte qui se ferme. Chloé m'a appelé 1 heure plus tard. Tu es sérieuse? Tu te maries avant moi. Elle n'a pas dit félicitations non plus. Elle a posé des questions sur la taille de la bague, le lieu, le budget. Elle a demandé si elle pouvait être demoiselle d'honneur, puis s'est plainte de la palette de couleurs avant même que j'en ai choisi une. Mon père a été le seul à dire quelque chose de décent. Félicitations, ma chérie. 6 secondes. Puis il a rendu le téléphone à ma mère. 3 jours plus tard, j'ai emmené Chloé essayer des robes de demoiselle d'honneur dans une boutique du centre commercial Grand Place. Pendant que j'étais dans la cabine d'essayage, j'ai entendu sa voix à travers le mur. Elle était en appel vidéo avec une amie. Tu crois qu'elle fait ça? Ça va être un tel désastre. Elle a ri. Son amie a ri en retour. Je suis restée dans la cabine d'essayage, tenant un cintre et fixant le mur. Puis j'ai remis mes chaussures et je suis sortie. 3 semaines après les fiançailles, ma mère m'a appelée avec une demande inhabituelle. La voix de ma mère était différente au téléphone ce soir-là. Plus douce, presque prudente, comme si elle lisait un script qu'elle avait répété. Adèle, je veux aider avec le mariage. J'économise depuis des années. Je peux contribuer 20 000 €. Je me suis assise au bord de mon lit et j'ai cligné des yeux. Ma mère ne m'avait jamais offert d'argent, ni pour l'université, ni pour ma voiture, ni quand j'avais 22 ans et que je mangeais des pâtes instantanées 3 soirs par semaine. Et maintenant, de nulle part, 20 000 €. Maman, dis-je, c'est. Tu es sérieuse? Bien sûr que je suis sérieuse. Tu es ma fille. Je veux juste être impliquée dans la planification. Est-ce trop demandé? Ma gorge s'est serrée. J'ai failli pleurer. Je voulais tellement croire que c'était un tournant, que ma mère avait enfin vu ce que Marc et moi avions construit et décidé de le soutenir. Qu'après 4 ans de silence, de regards en coin et de « ton ami », elle commençait à changer d'avis. J'ai dit oui. Je lui ai dit qu'elle pouvait aider avec la liste des invités et le plan de table. Je me suis même excusée d'avoir été distante. Elle a dit « c'est bon, ma chérie. Nous sommes une famille. » Cette nuit-là, Marc était assis sur le canapé et a écouté. Son expression n'a pas changé. Il a posé son verre et a dit « Ta mère ne t'a jamais offert d'argent auparavant. Sois juste prudente. » J'ai fait un geste de la main. Peut-être qu'elle commence enfin à changer d'avis. Marc n'a pas insisté. Il n'insiste jamais. Il a juste hoché la tête et m'a embrassé le front. J'ai découvert plus tard que les 20 000 € offerts par ma mère n'étaient pas les siens. Ils n'avaient jamais été les siens. Pas un seul euro ne provenait d'un compte d'épargne à son nom. Ma mère s'est insérée dans l'organisation du mariage avec la précision d'une femme qui attendait exactement cette opportunité. En 2 semaines, elle avait ajouté 30 noms à la liste des invités. Des gens que je n'avais jamais rencontrés, des gens dont Marc n'avait jamais entendu parler. Quand j'ai demandé qui ils étaient, elle a dit « la famille, les amis, Adèle. » Ce serait impoli de ne pas les inviter. J'ai fait défiler les ajouts sur mon ordinateur un soir et me suis arrêtée sur un nom, Antoine Bernard est invité. J'ai appelé ma mère. Pourquoi Antoine Bernard est-il sur la liste des invités? Carole est ma meilleure amie. Antoine est comme de la famille. Ça briserait le cœur de Carole s'il n'était pas là. J'ai commencé à argumenter. Puis je me suis arrêtée. C'était un invité, une place. Je me suis dit que ça ne valait pas la peine de se battre. Ma mère a également suggéré des changements au plan de table. Elle voulait Antoine au 3e rang, près de l'autel. J'ai demandé pourquoi. Elle a dit quelque chose à propos des genoux de Carole et de l'accès à l'allée. Ça n'avait aucun sens, mais j'étais fatiguée, débordée et noyée sous les emails des fournisseurs, alors j'ai laissé tomber. Chloé a refusé d'essayer sa robe de demoiselle d'honneur pour le 2e essayage. Cette couleur me décolore, a-t-elle dit. Je veux du champagne au lieu du rose poudré. J'ai changé la couleur. Je n'aurais pas dû. À présent,
le mariage était à 6 semaines, 200 invités confirmés, l'acompte de la salle payé, le traiteur engagé, le fleuriste réservé. Je ne pouvais pas annuler sans perdre 14 000 €. Et puis 6 jours avant la cérémonie, mon téléphone a vibré à 23 heures. Le nom de Sophie s'affichait à l'écran. Sophie, ma demoiselle d'honneur. Sophie, qui n'appelle jamais après 21 heures. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit, ce soir. J'arrive dans 15 minutes. Si vous avez déjà eu quelqu'un dans votre famille qui a essayé de contrôler qui vous aimez ou comment vous vivez votre vie, vous savez exactement ce que ça fait. Si l'histoire d'Adèle vous touche particulièrement, laissez un commentaire et dites-moi, votre famille a-t-elle déjà dépassé les bornes à un moment qui était censé être le vôtre? Abonnez-vous pour ne pas manquer la fin de cette histoire. Sophie s'est assise sur le sol de ma cuisine, ses chaussures encore aux pieds et son manteau à moitié enlevé. Elle tenait son téléphone comme on tient une preuve. Serré, écran vers le bas, comme si elle n'était pas sûre de devoir me montrer. Sophie Leroy est ma meilleure amie de l'université et la cousine de Marc du côté de sa mère. C'est la personne en qui j'ai le plus confiance au monde, en dehors de Marc lui-même. Quand elle dit que quelque chose compte, ça compte. Elle a retourné le téléphone. J'ai besoin que tu lises ça. C'était une capture d'écran d'une discussion de groupe, un groupe de salon de manucure, le salon de Carole Bernard, où Sophie se fait faire les ongles tous les 15 jours. Carole avait envoyé un message au mauvais fil de discussion. Le message était adressé à ma mère. Tout est prêt pour samedi? Antoine est nerveux. Je lui ai dit qu'une fois l'intervention réussie, Adèle changerait d'avis. Les 40 000 € en valaient la peine. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e. 40 000 €. Ma mère m'avait dit qu'elle contribuait 20 000, mais le vrai chiffre, le chiffre complet, était le double, et il ne venait pas d'économie. Il venait de Carole Bernard. Sophie a fait défiler. Il y avait plus. Une 2e capture d'écran. La réponse de ma mère à Carole, ne t'inquiète pas. Une fois que Richard aura lu le discours, Adèle n'aura pas le choix. Elle ne se ridiculisera pas devant 200 personnes. J'ai posé le téléphone sur le comptoir. Mes mains tremblaient. J'ai fixé le carrelage de la cuisine pendant longtemps. 40 000 €. Ma mère avait pris 40 000 € de la famille d'une autre femme pour arranger mon mariage avec le fils de cette femme. Je suis restée assise sur le sol de ma cuisine pendant 20 minutes. Puis j'ai appelé Marc. Marc a franchi ma porte 14 minutes après mon appel. Il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il s'est assis par terre à côté de moi et a attendu. J'ai pleuré pendant environ 5 minutes. Pas le joli genre de pleurs, le genre qui ressemble à quelque chose qui se déchire. Puis je me suis essuyé le visage avec ma manche et je lui ai tout raconté. Il a écouté. Il a lu les captures d'écran. Il a posé le téléphone. Et puis il a dit, nous n'annulons pas ce mariage. Je l'ai regardé. Sa mâchoire était serrée, mais sa voix était ferme. C'est notre jour. Ils ne le prendront pas. Nous sommes restés à la table de la cuisine jusqu'à 1 heure du matin. Nous avons fait un plan. Pas de confrontation avant la cérémonie, pas d'avertissement à ma mère, pas de salle annulée, pas de serrure changée. Nous laisserions l'intervention se produire et une fois qu'elle serait terminée, je répondrais avec des faits, des preuves, des documents. Je suis parajuriste en contentieux. Je compile des preuves pour gagner ma vie. J'organise des dossiers de découverte, trie les divulgations financières, prépare les pièces à conviction pour les dépositions. Je l'ai fait 1000 fois pour des étrangers. Maintenant, je le ferai une fois pour moi-même. Sophie nous a aidés à récupérer les documents. L'historique PayPal de Carole Bernard était partiellement public. 2 virements à Christine Dubois, 25 000 € en mars de l'année dernière, 15 000 € en août. La mention sur les 2, arrangement de mariage. Nous avons imprimé les captures d'écran, les relevés de transactions et la liste d'invités originale, ma version avec 170 noms comparée à la version éditée de ma mère avec 200. Marc a appelé notre officiante, la révérende Isabelle Martin. Il lui a dit que la cérémonie pourrait être interrompue.
Il lui a demandé si elle serait prête à continuer une fois l'interruption terminée. Elle a dit, absolument. Nous avons scellé les documents dans une enveloppe Kraft. Sophie la porterait dans la suite nuptiale le jour du mariage. Les 3 jours les plus difficiles de ma vie n'ont pas été les jours après le mariage. Ce furent les 3 jours avant, 72 heures à faire semblant, à sourire lors de la dernière visite de la salle, à hocher la tête pendant que la fleuriste ajustait les centres de table, assise en face de ma mère au déjeuner de répétition et l'écoutant parler des marque-places. Christine m'a appelé 3 fois par jour. Tu es excitée? Tout est parfait? J'ai hâte de te voir remonter cette allée. Chaque appel était une nouvelle couche de jeu d'acteur que je ne savais pas avoir en moi. Oui, maman. Tout est parfait. La nuit, j'imprimais des documents, des relevés PayPal, des comparaisons de captures d'écran, la liste d'invités côte à côte. Je les organisais de la même manière que j'organisais les pièces à conviction pour un procès. Chronologique, avec des onglets, étiquetés. Marc a rangé la pile dans l'enveloppe Kraft et l'a conduite à l'appartement de Sophie. Elle l'a enfermée dans son placard. Mercredi, 2 jours avant le mariage, j'ai tout dit à maître Henri Dubois. Henri est l'associé principal de Mercier et Associés. Il est mon mentor depuis que j'ai commencé au cabinet il y a 6 ans. Il venait déjà au mariage en tant qu'invité. Quand je lui ai dit ce qui se passait, il est resté silencieux pendant 10 secondes. Puis il a dit, si tu as besoin que je dise quoi que ce soit, je suis là. 12e rangée, 3e siège. Je regarderai. Le dîner de répétition a eu lieu le jeudi soir. 40 personnes dans un restaurant italien près du lieu de réception. Ma mère s'est levée et a levé son verre. À ma belle-fille, a-t-elle dit, et ça? Elle a fait une pause. Point futur. Elle n'a pas prononcé le nom de Marc. Pas une seule fois. Elle a porté un toast à mon avenir sans nommer l'homme avec qui je le passais. J'ai souri. J'ai trinqué mon verre de vin au sien et j'ai compté les heures. Le dîner de répétition aurait dû être une célébration. Au lieu de cela, cela ressemblait à de la surveillance. Ma mère a fait le tour de la salle avec l'efficacité d'une hôtesse, touchant les bras et murmurant à des gens que je reconnaissais à peine. La plupart d'entre eux provenaient des 30 noms qu'elle avait ajoutés à la liste des invités. La foule de Carole Bernard. Des amis d'amis, des gens qui me souriaient avec la chaleur vague d'étrangers faisant une faveur. Antoine Bernard était là. Il portait un blazer marine et est resté assis à côté de ma mère la majeure partie de la soirée. Elle le présentait aux invités comme un directeur de campagne, voici Antoine. Il est comme un second fils pour moi. Le fils de Carole. Un jeune homme formidable. Marc a serré la main d'Antoine lorsqu'ils se sont croisés près du bar. Antoine a détourné le regard le premier. Il a tenu son cocktail à hauteur de poitrine comme un bouclier et a passé le reste de la nuit près de la fenêtre. Chloé était assise dans un coin, enregistrant des TikTok. Elle s'est penchée vers son amie et a murmuré quelque chose. Elles m'ont regardé toutes les deux et ont ri. J'ai fait semblant de ne pas remarquer. Après le dîner, je suis rentrée seule. Marc est allé chez son frère pour la nuit. Tradition ou peut-être juste pour s'éloigner du bruit. Je me suis allongée sur mon lit dans le noir. Le ventilateur de plafond cliquait à chaque 3e rotation. Je l'ai fixé et j'ai essayé de respirer. Sur la table de chevet se trouvait une copie imprimée de la liste d'invités finale. Je l'ai prise, j'ai trouvé la 3e rangée, le 7e siège, Antoine Bernard. J'ai encerclé le nom avec un stylo rouge. Non pas parce que je devais me souvenir, mais parce que tenir le stylo me donnait l'impression d'avoir encore le contrôle de quelque chose. Marc m'a envoyé un SMS à minuit, encore 2 jours. Je suis là. J'ai éteint la lumière. Je n'ai pas dormi. Je me suis réveillée à 5h45 le matin de mon mariage. Le soleil n'était pas encore levé, mais le ciel virait au gris le long de la crête à l'est de Grenoble. L'air de juin par la fenêtre entr'ouverte. Pas de brise. J'ai pris une douche. J'ai mangé la moitié d'une barre de céréales. J'ai conduit jusqu'au lieu de réception en pantalon de survêtement, ma robe dans une housse sur le siège arrière.
Le lieu était un domaine de jardin à la périphérie de Vorep. Chemin de pierre, haies de buis, une pergola drapée de tissu blanc où la cérémonie aurait lieu. 200 chaises blanches en rangées courbes. Les traiteurs installaient déjà les tables du cocktail. Sophie m'a retrouvée dans la suite nuptiale à 7 heures. Elle avait l'enveloppe Kraft dans son sac fourre-tout. Elle n'a rien dit. Elle l'a simplement posée sur la table à côté de ma trousse de maquillage et m'a serré le bras. La coiffure et le maquillage ont pris 2 heures. 2 autres demoiselles d'honneur sont venues et reparties. Elles ont parlé du temps, des fleurs, de la playlist pour la réception. Des choses normales, des choses sûres. À 9h15, ma mère est entrée. Tu es magnifique, ma chérie. Elle m'a serré dans ses bras serrés. J'ai rendu son étreinte, mais mon corps était raide. Elle a fouillé dans le grand sac fourre-tout qu'elle portait partout et en a sorti une enveloppe blanche, son écriture manuscrite sur le devant. Pour Adèle. Elle l'a posée sur la coiffeuse. Je t'ai écrit quelque chose pour plus tard. J'ai regardé l'enveloppe. Puis j'ai regardé le visage de ma mère. Elle souriait comme elle sourit toujours quand elle croit qu'elle a le contrôle. Elle a quitté la pièce. La porte s'est refermée. Sophie m'a regardé. J'ai regardé l'enveloppe. Puis j'ai regardé l'enveloppe Kraft sur la table. Ça arrive, ai-je dit. Sophie a ouvert l'enveloppe Kraft à 9h32. Elle a étalé les documents sur la table de la coiffeuse, un par un. Je me tenais derrière elle dans ma robe de mariée, le voile épinglé, les mains fermes. La première page était une capture d'écran imprimée. Le texte de Carole Bernard à ma mère envoyé au mauvais groupe de discussion, tout est prêt pour samedi. Antoine est nerveux. Je lui ai dit qu'une fois l'intervention réussie, Adèle changerait d'avis. Les 40 000 € en valaient la peine. La deuxième page était un relevé de transaction PayPal. Carole Bernard à Christine Dubois, 25 000 €, 15 mars de l'année dernière. Mention, arrangement de mariage. La troisième page était le deuxième virement, 15 000 €. 22 août, même mention. La quatrième page était une comparaison côte à côte de 2 listes d'invités. Celle que j'avais créée, 170 noms. Celle que ma mère avait soumise au lieu de réception, 200 noms, 30 ajouts. Tous liés au cercle de Carole Bernard. La cinquième page était une autre capture d'écran. La réponse de ma mère à Carole, ne t'inquiète pas. Une fois que Richard aura lu le discours, Adèle n'aura pas le choix. Elle ne se ridiculisera pas devant 200 personnes. J'ai lu chaque page. Je les ai lues lentement. De la même manière que je lis les pièces à conviction avant une déposition. Sans émotion, sans précipitation, juste des faits arrangés en séquence. 40 000 €. C'est ce que ma mère pensait que valait mon mariage. C'est ce qu'elle pensait que valait ma vie. Sophie se tenait à côté de moi. Elle n'a parlé qu'après moi. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai empilé les documents, les ai glissés dans l'enveloppe, j'ai fermé le fermoir. Exactement ce que nous avions prévu. Elle a hoché la tête. Elle a glissé l'enveloppe dans ma pochette. Satin blanc, assez petite pour être tenue dans une main. À 10h15, je me tenais devant le miroir pleine longueur de la suite nuptiale. Robe blanche, coupe simple, sans perles, sans traîne. Je l'avais choisie parce qu'elle ressemblait à quelque chose que je porterais réellement. Pas un costume, pas une performance. Sophie avait changé mon mascara il y a 2 jours sans me le dire. Imperméable. Elle me connaît mieux que je ne me connais moi-même. Mon téléphone a vibré. Marc, quoi qu'il arrive, je t'épouse aujourd'hui. J'ai souri à l'écran. Puis j'ai posé le téléphone face contre la coiffeuse. À 10h20, la révérende Isabelle Martin a frappé à la porte de la suite. Elle portait un blazer couleur crème et une expression calme. J'ai été mise au courant, a-t-elle dit. La cérémonie se déroulera. S'il y a une interruption, j'attendrai. Quand ce sera fini, je continuerai. Vous avez ma parole. Je l'ai remerciée. Elle est partie à 10h25. Un autre SMS.
Maître Henri Dubois, 12e rangée, 3e siège. Je suis là. Sophie a ajusté mon voile. Elle a pressé la pochette dans ma main. L'enveloppe à l'intérieur ne pesait presque rien. 5 pages. Quelques grammes de papier. Mais elle contenait la vérité sur 40 000 euros. Un accord que ma mère avait conclu avec une autre femme et l'homme au 3e rang qui faisait partie de la transaction. J'ai regardé la coiffeuse. L'enveloppe blanche de ma mère était toujours là, pour Adèle. Je l'ai prise. Je l'ai retournée une fois, puis je l'ai reposée. Je la lirai plus tard, ai-je dit. Ou peut-être jamais. Sophie a ouvert la porte de la suite nuptiale. Le jardin était plein. J'entendais des murmures, des chaises qui bougeaient sur l'herbe, un quatuor à cordes qui s'échauffait. La coordinatrice a dit « 2 minutes » et a levé un doigt. Puis la musique a commencé. Le canon de Pachelbel en ré majeur a flotté à travers le jardin ouvert. 200 visages se sont tournés vers l'arrière de l'allée. Je suis sortie de la suite nuptiale et dans la lumière du soleil. L'herbe était fraîchement coupée. Des pétales de rose blanc bordaient le chemin de pierre. Des carillons éoliens pendaient de la pergola, captant la brise des collines. J'ai marché lentement, un pas, puis un autre. J'ai gardé les yeux fixés sur le bout de l'allée où Marc se tenait dans un costume gris anthracite, les mains jointes devant lui. Il souriait, par un grand sourire, le genre discret qui vit principalement dans ses yeux. Puis j'ai regardé à gauche. Mon père ne se tenait pas au bout de l'allée pour me conduire. Il se tenait à l'autel, sur l'estrade, tenant un microphone sans fil. Ma mère était à côté de lui, une enveloppe blanche à la main. Elle regardait la foule comme quelqu'un qui regarde un public avant un discours. Ma sœur était de l'autre côté de l'estrade. Téléphone levé, objectif de la caméra pointé vers l'allée, point rouge d'enregistrement visible même à 9 mètres. J'ai continué à marcher. Mes talons s'enfonçaient dans l'herbe. J'ai serré la pochette plus fort. En passant le 3e rang, j'ai aperçu Antoine Bernard, costume gris, cheveux fraîchement coupés, les yeux fixés sur le sol. Il ressemblait à un homme qui voulait être n'importe où sauf ici. J'ai atteint l'autel. Marc a pris ma main. Ses doigts étaient chauds et fermes. Il s'est penché assez près pour que moi seul puisse l'entendre. Je suis là. J'ai serré sa main. 200 invités se sont installés dans leurs chaises. Le quatuor à cordes s'est arrêté. Le jardin est devenu silencieux, sauf les carillons éoliens et le lentour des ventilateurs de plafond. Quelque chose n'allait pas. Tout le monde le sentait. La révérende Isabelle s'est avancée vers le pupitre. Elle a ouvert son livre de cérémonie. Elle a pris une inspiration. Bien-aimée, la voix de ma mère a traversé le jardin comme une lame. Attendez. Avant d'aller plus loin, il y a quelque chose que tout le monde ici doit entendre. 200 invités se sont figés. Une femme au 2e rang a mis sa main sur sa bouche. Un homme près du fond s'est penché en avant. Ma mère a marché vers le centre de l'estrade de l'autel. Elle a pris le microphone de la main de mon père d'un geste exercé, comme si elle avait répété cela. Elle l'avait probablement fait. Je suis la mère d'Adèle. Elle a fait face à la foule. Son menton était relevé. Sa voix était claire et contrôlée. J'aime ma fille plus que tout au monde, c'est pourquoi je ne peux pas rester ici et la regarder faire la plus grande erreur de sa vie. Un souffle a parcouru les sièges. Quelqu'un a chuchoté. Quelqu'un s'est levé et s'est rassis. Christine s'est tournée vers moi. Ses yeux étaient durs et certains. Elle croyait qu'elle me sauvait. C'est ça, ma mère. Elle n'a jamais douté d'avoir raison. Votre père a quelque chose à vous dire. Elle a tendu le microphone vers Olivier. Il l'a atteint. Sa main tremblait. Marc se tenait à mes côtés. Sa prise sur ma main ne s'était pas relâchée. Sa respiration n'avait pas changé. Il a regardé mon père prendre le microphone comme un ingénieur observe un essai de charge. Calme, patient, sachant déjà que la structure tiendrait. Sophie se tenait derrière moi dans la ligne des demoiselles d'honneur. Je sentais son poids se déplacer.
la pochette pressée contre mon flanc où elle la tenait prête. Olivier a porté le microphone à sa bouche. 200 personnes ont retenu leur souffle. Mon père a tenu le microphone comme un homme tient un hymnaire qu'il n'a jamais ouvert. Il a regardé la feuille de papier dans son autre main. Ses yeux l'ont parcouru une fois. Puis il a commencé à lire. Marc, il a fait une pause. Il a dégluti. Nous ne savons pas grand-chose de vous. Et en tant que père, c'est mon devoir de protéger ma fille des risques financiers. Sa voix s'est brisée sur le mot « risque ». Il n'était pas un orateur public. Il n'était pas un homme de confrontation. Il lisait les mots de quelqu'un d'autre. Et chaque syllabe sonnait comme ça. On nous a dit que votre historique de crédit n'est pas, il a trébuché. Que vous avez des dettes importantes dont Adèle n'est peut-être pas consciente. Marc n'a pas bougé. Il n'a pas tressailli. Il est resté là, ma main dans la sienne, épaule droite, menton de niveau. Il a regardé mon père comme on regarde quelqu'un qui ne sait pas qu'il est utilisé. Olivier a continué à lire. Nous craignons que ce mariage soit basé sur des informations incomplètes. Nous pensons qu'Adèle mérite un partenaire qui peut lui offrir la stabilité et la sécurité pour lesquelles elle a travaillé si dur. Quelqu'un au 5e rang a chuchoté, « Oh mon Dieu !» Une demoiselle d'honneur derrière moi a haleté. J'ai entendu des chaises grincer alors que 200 corps se déplaçaient dans leur siège. Ma mère se tenait à côté de mon père, hochant la tête, de l'enhochement de tête satisfait comme une enseignante regardant un élève donner la bonne réponse. Chloé était derrière eux, téléphone stable. L'objectif zoomait sur mon visage. Elle attendait que je pleure. Elle attendait la panne qui ferait le contenu qu'elle convoitait. Je n'ai pas pleuré. J'ai tenu la main de Marc. J'ai respiré par le nez. Mon père a plié le papier. Il a regardé Christine. Puis il m'a regardé. Il ne savait pas quoi faire ensuite. Elle, oui. Ma mère a ouvert sa lettre. Ma mère venait d'accuser mon mari de fraude devant 200 personnes le jour de mon mariage. Et elle n'avait pas fini. Si vous retenez votre souffle en ce moment, imaginez ce que je ressentais en me tenant là, dans cette robe blanche. Restez avec moi, car ce qui s'est passé ensuite est la raison pour laquelle je vous raconte cette histoire. Ma mère a déplié la lettre comme une proclamation. Elle l'a tenue à bout de bras. Ses lunettes de lecture étaient déjà sur son nez, perchées au bout. Chère Adèle, sa voix a porté à travers le jardin. Je t'écris ceci parce que je sais que tu ne m'écouteras pas autrement. Elle a pris une inspiration. La foule était silencieuse. Même les carillons éoliens s'étaient arrêtés. Marc n'est pas ce que tu penses qu'il est. Il n'a pas d'épargne. Il n'a pas de propriété familiale. Il ne peut pas te donner la vie que tu mérites. J'ai regardé le visage de ma mère. Elle croyait chaque mot. Elle croyait qu'elle me sauvait. C'est la forme de son délire. Ça ressemble exactement à l'amour. Elle a énuméré ses preuves. Marc loue un appartement. Vrai. Il investit dans sa carrière plutôt que dans l'immobilier. Ma mère lisait cela comme un échec. Marc n'a pas de richesse familiale. Vrai. Il a été élevé par une mère célibataire qui cumulait 2 emplois. Ma mère lisait cela comme un signe avant-coureur. Marc refuse de discuter de ses finances avec nous. Aussi vrai, car nos finances ne la regardent pas. Ma mère lisait cela comme un secret. Elle a plié la lettre et m'a regardé. Puis elle a regardé au-delà de moi vers la 3e rangée. Il y a quelqu'un qui peut te donner tout ce dont tu as besoin. Quelqu'un qui t'attendait. Quelqu'un que cette famille a déjà accueilli. Elle a pointé du doigt. Pas un geste subtil. Une pleine extension de son bras, doigt pointé vers le 3e rang. Nous pouvons encore arranger ça, Adèle. Antoine attend au 3e rang. 200 têtes se sont tournées d'un coup. Le son de cela, des chaises qui grincent, du tissu qui froisse, des respirations coupées, a rempli le jardin comme une vague. Antoine Bernard était assis au 3e rang, 7e siège. Il n'a pas levé les yeux. Le jardin a retenu son souffle. 200 personnes me regardaient.
Ma mère se tenait au pupitre, la lettre à son côté, le menton relevé, attendant que je m'écroule. Mon père se tenait derrière elle, le microphone toujours à la main, le visage gris. Le téléphone de ma sœur brillait comme un petit œil. Antoine Bernard était parfaitement immobile au 3e rang. La tête baissée, les mains sur les genoux. Il ressemblait à un homme qui avait été placé sur une scène sans son consentement. 10 secondes de silence. Le carillon éolien a oscillé mais n'a pas sonné. Un oiseau a traversé le ciel au-dessus de la pergola. J'ai serré la main de Marc. Il a serré en retour. Il m'a fait un signe de tête si petit que personne d'autre dans le jardin n'aurait pu le voir. Mais je l'ai vu et j'ai su. Je me suis tournée vers Sophie. Elle s'avançait déjà. Elle tenait la pochette ouverte. J'ai tendu la main et j'ai sorti l'enveloppe Kraft. Elle était légère. 5 pages. Quelques grammes de papier imprimé. Mais elle contenait le poids de 40 000 € et de 4 ans de mensonges. Je suis retournée vers le pupitre. J'ai regardé ma mère. J'ai regardé mon père. J'ai regardé les 200 personnes assises dans leurs chaises blanches, s'éventant, se demandant dans quoi elles venaient de tomber. Puis-je avoir le microphone, s'il vous plaît ? Olivier me l'a tendu immédiatement. Il n'a pas hésité. Le soulagement sur son visage était visible depuis le fond de la salle. Il en avait fini. J'ai tenu le microphone dans ma main droite, l'enveloppe Kraft dans ma gauche. Je me suis tenue à l'autel dans ma robe de mariée, et j'ai parlé. Ma voix était ferme. Je m'en suis assurée. Merci, maman. J'apprécie que tu aies partagé ça avec tout le monde. J'ai laissé les mots s'installer. Les sourcils de ma mère se sont levés. Elle s'attendait à des larmes. Elle s'attendait à la capitulation. Elle n'a eu ni l'un ni l'autre. Maintenant, j'aimerais partager quelque chose avec vous tous. J'ai tenu le microphone près de moi. Ma voix était égale. J'ai parlé comme je parle lors de la préparation d'une déposition. Claire, sans hâte, précise. Ma mère a raison sur une chose. Marc et moi ne discutons pas de nos finances avec mes parents. C'est parce que nos finances sont les nôtres. Mais puisque nous sommes en public aujourd'hui, permettez-moi d'être public aussi. Je me suis tournée vers Marc. Il m'a fait un seul signe de tête. Marc Delacroix est un ingénieur en structure agréé. Il est employé dans le même cabinet depuis 11 ans. Il n'a aucune dette en cours. Son score de crédit est de 820. Un murmure a parcouru la foule. Quelqu'un au 7e rang a chuchoté. Je le sais parce que je suis parajuriste en contentieux. Je sais comment vérifier les faits. C'est ce que je fais pour gagner ma vie. J'ai ouvert l'enveloppe Kraft. J'ai brandi le premier document, la comparaison des listes d'invités. Ma mère a soumis à cette salle une liste d'invités avec 30 noms que je n'ai pas approuvés. Tous liés à une seule famille. J'ai brandi le deuxième document, les relevés PayPal. J'ai jeté un coup d'œil à Chloé. Elle tenait toujours son téléphone, mais sa main tremblait maintenant. Le point rouge d'enregistrement pulsait. Continue d'enregistrer, Chloé. Le public mérite d'entendre ça aussi. Le visage de Chloé est devenu blanc. Elle n'a pas baissé le téléphone, mais elle ne l'a pas stabilisé non plus. La bouche de ma mère s'est ouverte, puis elle s'est fermée. Elle a regardé les documents dans ma main, comme un accusé regarde une découverte qu'il pensait détruite. J'ai tourné la page. Maintenant, laissez-moi vous dire d'où vient réellement la contribution de 20 000 € de ma mère au mariage. J'ai brandi l'impression PayPal. Ma main était ferme. Ma voix n'a pas tremblé. Le 15 mars de l'année dernière, Carole Bernard a transféré 25 000 € à Christine Dubois. La note indique arrangement de mariage. J'ai fait une pause. J'ai laissé les mots atterrir. Le 22 août. Un autre transfert. 15 000 €. Même expéditeur. Même destinataire. Même note. J'ai baissé la page et j'ai regardé la foule. Ça fait 40 000 €. De Carole Bernard, dont le fils Antoine est assis là, au 3e rang.
200 têtes se sont tournées vers le troisième rang. Antoine s'est enfoncé plus profondément dans sa chaise. Son visage était rouge. Il a fixé l'herbe entre ses chaussures. Ma mère a accepté 40 000 € d'une autre famille pour arranger mon mariage avec un homme que je n'ai jamais accepté d'épouser. Et quand j'ai choisi Marc à la place, ma mère a décidé d'arrêter le mariage. Le jardin a éclaté, non pas avec des cris, mais avec des murmures, le genre qui sonne comme de l'eau qui se précipite. Quelqu'un à l'arrière s'est levé. Carole Bernard, assise 4 rangs derrière Antoine, a pressé sa main sur sa poitrine, puis l'a laissé tomber sur ses genoux. Christine est restée figée sur l'estrade de l'autel. Sa lettre pendait mollement dans sa main. Son visage était passé de composé à incolore en l'espace de 30 secondes. Elle a ouvert la bouche. Adèle, je n'avais pas fini. Les 20 000 € que ma mère a proposé de contribuer à ce mariage provenaient directement des 40 000 € que Carole Bernard lui avait versés. Ma mère a utilisé l'argent d'une autre famille pour acheter une place à la table qu'elle comptait renverser. Quelqu'un dans la foule a dit, elle a pris l'argent, pas un murmure, une déclaration, à voix haute. Et chaque personne dans ce jardin l'a entendu. Le calme de ma mère s'est fissuré du centre vers l'extérieur. Comme un pare-brise se fracture lorsqu'une pierre le frappe à grande vitesse sur l'autoroute. Ce n'est pas vous ne comprenez pas. Ce n'était pas comme ça. Carole nous aidait. Elle voulait le meilleur pour les deux familles. Sa voix s'est élevée. Elle a agrippé la balustrade du pupitre. Ses yeux ont balayé la foule, cherchant un allié. Elle n'en a trouvé aucun. J'ai fait ça pour toi, Adèle. Tout ce que j'ai jamais fait a été pour toi. Sais-tu ce que j'ai sacrifié? Sais-tu ce que c'est de te regarder gâcher ta vie? Elle pleurait maintenant, mais les larmes venaient trop vite et trop fort. De la façon dont elles viennent toujours. Quand Christine Dubois a besoin d'un public pour prendre son parti, elle ne faisait pas son deuil. Elle jouait un rôle. Je l'avais vu le faire lors des dîners de famille, à l'église, aux funérailles de ma grand-mère. Tu me mets dans l'embarras devant tout le monde. Comment as-tu pu faire ça à ta propre mère? J'ai tenu le microphone à mes côtés. Je ne me suis pas rapprochée. Je n'ai pas penché la tête. J'ai parlé sur le même ton que j'avais utilisé depuis le début. Tu as planifié une intervention à mon mariage, maman. Tu as accepté 40 000 € pour me vendre à une autre famille, et c'est moi qui te mets dans l'embarras. Le murmure dans la foule a augmenté. Une femme 3 rangs plus loin l'a répété, elle a pris l'argent. Un homme près de l'allée a secoué la tête lentement. Christine a regardé Chloé. Chloé avait baissé son téléphone à mi-hauteur. Pour la première fois de sa vie, Chloé ne jouait pas un rôle. Elle regardait notre mère comme on regarde un étranger qui vient de faire quelque chose de terrible dans un supermarché. Ma mère était seule sur cette estrade et elle le savait. Olivier Dubois était resté debout à l'arrière de l'estrade de l'hôtel depuis qu'il m'avait tendu le microphone. Il n'avait pas bougé. Il n'avait pas parlé. Il ressemblait à un homme qui était entré dans une pièce qu'il ne reconnaissait pas. Christine. Sa voix était basse, mais le jardin était si silencieux que tout le monde l'a entendu. De quoi parle-t-elle? 40 000 €. Ma mère s'est tournée vers lui, la bouche ouverte. Elle a commencé à former un mot. Il n'est pas venu. As-tu pris de l'argent à Carole Bernard? Ce n'est pas ce que ça semble être. Mon père s'est avancé. Son visage était d'une nuance de rouge que je n'avais jamais vue. Olivier Dubois ne hausse pas la voix. Il a parlé d'un ton monocorde du centre de la France pendant 61 ans. Mais quand il a posé la question suivante, sa voix s'est brisée. As-tu pris 40 000 € à cette femme pour arranger le mariage de notre fille? Christine a serré les lèvres. Elle a regardé la foule. Elle m'a regardé. Elle a regardé Olivier et pour la première fois de ma mémoire, elle n'a rien eu à dire. Olivier s'est tourné vers moi. Je n'étais pas au courant de ça, a-t-il dit. Il a brandi le papier froissé, le discours que Christine lui avait écrit. J'ai lu ce que ta mère m'a donné. Je pensais te protéger. Je pensais que Marc avait... Il s'est arrêté. Il a regardé Marc. Puis il a regardé le sol.
J'aurais dû demander, a-t-il dit. Il a froissé le discours plus fort. Il est descendu de l'estrade. Il a dépassé le premier rang, le deuxième rang, le troisième rang où Antoine Bernard était immobile. Il a continué à marcher jusqu'à la dernière rangée de chaises. Puis il s'est assis seul. Personne n'a parlé. Les carillons éoliens ont sonné une fois, puis sont restés immobiles. Troisième rang, septième siège. Antoine Bernard est resté assis pendant les accusations de mon père. Il est resté assis pendant la lettre de ma mère. Il est resté assis pendant la révélation des 40 000 € qui portaient le nom de sa famille. Maintenant, il s'est levé. Il n'a pas regardé ma mère. Il ne m'a pas regardé. Il a redressé sa veste, serré les lèvres, et s'est avancé dans l'allée. Carole Bernard était 4 rangs derrière lui. Elle a tendu la main alors qu'il passait. « Antoine, assieds-toi. »« Non, maman. » Sa voix était calme, mais elle a porté. « C'est fini. » Il a marché sur le chemin de pierre, devant les pétales de rose, devant le quatuor à cordes, qui avait cessé de jouer 10 minutes auparavant, et regardait maintenant, leurs archers à leur côté. Il a atteint le portail du jardin, l'a ouvert, et est sorti sans le refermer derrière lui. Carole Bernard était assise, rigide dans sa chaise. Ses doigts serraient la sangle de son sac à main. Sa meilleure amie depuis 18 ans était sur une scène, exposée devant 200 personnes, et Carole ne pouvait pas la regarder. Le siège au troisième rang était vide. L'empreinte de la veste était toujours pressée dans le coussin blanc. Ma mère a regardé Antoine partir. Je l'ai regardé le regarder, et sur son visage, je l'ai vu. L'accord était mort. L'argent était gaspillé. Le plan qu'elle avait répété, financé et protégé pendant plus d'1 an venait de franchir un portail de jardin. J'ai posé les documents sur le pupitre. J'ai regardé la foule. Certaines personnes pleuraient. Certaines étaient furieuses. Certaines semblaient avoir assisté à un accident de voiture et étaient encore en train de traiter ce qu'elles voyaient. Quelqu'un d'autre a-t-il quelque chose à dire? Où puis-je me marier maintenant? Rire nerveux. Puis un applaudissement. Puis un autre. Puis tout le jardin. La révérende Isabelle Martin s'est approchée du pupitre comme si rien ne s'était passé. Elle a ouvert son livre de cérémonie à la page marquée. Elle m'a regardé. Elle a regardé Marc. Elle a souri. Alors, on commence? Marc s'est tourné vers moi. Ses yeux étaient humides, mais il souriait. Ce sourire tranquille, celui qui vit dans ses yeux et ne demande rien. J'ai regardé cet homme qui s'était tenu à mes côtés à chaque mot de la lettre de ma mère, à chaque accusation des lèvres de mon père, à chaque seconde de silence qui a suivi. Il n'avait pas tressailli. Il n'avait pas discuté. Il ne s'était pas défendu avec le volume ou la colère. Il tenait ma main. C'était tout. Et c'était tout. Nous avons prononcé nos vœux. Les miens étaient simples. Je n'ai pas écrit de discours. Je n'ai pas répété devant le miroir. J'ai dit ce que je pensais. Je te choisis. Pas parce que ma famille l'approuve. Pas parce que c'est facile. Parce que tu ne m'as jamais demandé d'être quelqu'un d'autre que moi-même. Marc a dit les siens. Tu m'as appris que l'amour n'est pas bruyant. Il est patient. Il se manifeste chaque jour. La révérende Isabelle a demandé les anneaux. Sophie les a remis. Mes mains étaient fermes. Les mains de Marc étaient chaudes. Par les pouvoirs qui me sont conférés par l'État de l'Isère, je vous déclare maintenant mari et femme. Marc m'a embrassé. 200 personnes se sont levées. Les applaudissements étaient plus forts que le quatuor à cordes n'avait jamais été. Quelqu'un a sifflé. Quelqu'un a applaudi. Et dans ma tête, une phrase rejouait. La voix de ma mère, nous pouvons encore arranger ça, Adèle. Antoine attend au 3e rang. J'ai regardé par-dessus l'épaule de Marc vers le 3e rang. Le siège 7 était vide. Le coussin blanc tenait toujours la forme d'un homme qui était parti. Après le baiser, je n'ai pas redescendu l'allée. Pas encore. Le microphone était toujours sur le pupitre.
Je l'ai pris. Encore une chose. Le jardin est redevenu silencieux. 200 personnes se sont de nouveau assises. Certaines se sont penchées en avant. Certaines ont agrippé les accoudoirs. Ma mère, toujours debout au bord de l'estrade, m'a regardé avec quelque chose entre la peur et l'épuisement. Je l'ai regardé. 40 000 euros. C'est ce que valait mon mariage pour toi, maman. C'est ce que valait ma vie. Pas mon bonheur, pas mes choix. 40 000 euros d'une femme qui voulait acheter une épouse pour son fils. J'ai fait une pause. J'ai laissé le chiffre planer dans l'air. Et je veux que tu saches quelque chose. Je t'aurais aimé gratuitement. Tout ce que tu avais à faire, c'était de te montrer et d'être heureuse pour moi. C'est tout. C'était le prix pour me garder. Et tu n'as pas pu le payer. Ma mère a fait un son. Pas un mot, un son qui venait de quelque part plus profond que le langage. Son visage s'est effondré. La performance était partie. La manipulation était partie. Ce qui restait, c'était une femme debout sur une estrade dans un jardin. Réalisant que sa fille ne reviendrait pas. Pas aujourd'hui. Peut-être pas avant longtemps. J'ai posé le microphone sur l'autel. J'ai pris la main de Marc. Nous avons descendu l'allée ensemble. La foule s'est levée à nouveau. Cette fois, les applaudissements ont commencé par le devant. Rangée par rangée, ils se sont propagés. Une standing ovation qui nous a suivis tout au long du chemin jusqu'au portail du jardin. Nous l'avons franchi. Marc l'a refermé derrière nous. Et pour la première fois depuis 4 ans, j'ai expiré. La réception a eu lieu dans le pavillon du jardin. Des guirlandes lumineuses pendaient des poutres en bois. Le traiteur avait disposé les tables en demi-cercle autour de la piste de danse. Le DJ jouait Etta James tandis que les invités affluaient de la cérémonie. 3 chaises à la table familiale sont restées vides. Christine, Olivier, Chloé. Ils étaient partis entre la fin de la cérémonie et le début du cocktail. Personne ne les a vus partir. Personne n'a demandé où ils étaient allés. La chaise de Carole Bernard était également vide. Le reste de la soirée s'est déroulé comme un bon mariage. Toast, rire, une première danse sur une chanson que Marc et moi avions choisie 6 mois auparavant. Sophie a attrapé le bouquet et a fait semblant d'être surprise. Maître Henri Dubois s'est levé pendant la réception et a levé son verre à Adèle et Marc. 2 personnes qui savent que la vraie force ne réside pas dans le fait de faire du bruit. Elle réside dans le fait de rester immobile quand le monde entier essaie de vous faire tomber. La pièce a applaudi. Marc m'a serré la main sous la table. Nous avons dansé. Nous avons coupé le gâteau. La mère de Marc a pleuré dans une serviette et m'a dit qu'elle avait prié. Son frère a fait une blague sur l'ingénierie structurelle et les partenariats porteurs de charge. Des rires, le genre de rires qui viennent autant du soulagement que de l'humour. Mais une fois, près de la fin de la nuit, j'ai regardé la table familiale, les 3 chaises vides, les couverts intacts, les serviettes pliées que personne ne déplierait. Marc a suivi mon regard. Ça va? Je l'ai regardé, puis les chaises, puis lui. Ça ira. Il a pris ma main. Nous sommes retournés sur la piste de danse. Les guirlandes lumineuses ondulaient au-dessus. La musique jouait et je me suis permis d'être heureuse pour une nuit sans demander ce que ça coûterait. La chambre d'hôtel était calme. Nous avions réservé une suite au Grand Hôtel de Grenoble, à 12 km du lieu de réception. La climatisation ronronnait. Les rideaux étaient à moitié tirés. Les lumières de la ville filtraient par l'interstice. Je me suis assise sur le bord du lit dans ma robe. Je ne m'étais pas encore changée. Marc était à mes côtés, cravate desserrée, veste drapée sur la chaise. Sur la table de chevet se trouvait l'enveloppe blanche de ma mère, pour Adèle. Sophie l'avait prise de la coiffeuse de la suite nuptiale et l'avait glissée dans mon sac de nuit sans demander. Je l'ai prise. Je l'ai retournée. Je l'ai ouverte. La lettre était de 2 pages manuscrites, de l'écriture cursive soignée de ma mère. Je l'ai lue dans le calme de cette chambre d'hôtel pendant que mon mari était assis à côté de moi et ne disait rien.
La majeure partie était ce à quoi je m'attendais. Culpabilité, justification. Le mot « sacrifice » est apparu 4 fois. Mais au bas de la 2e page, le ton a changé. J'ai peur de te perdre. J'ai peur que tu oublies d'où tu viens. J'ai peur qu'il t'éloigne de nous et que je ne revoie plus jamais ma fille. J'ai lu ces lignes 2 fois. Elles étaient réelles. Je pouvais sentir la différence entre la performance et la douleur. Ce paragraphe, c'était de la douleur. Mais la douleur n'excuse pas un plan. La peur ne justifie pas une transaction. Ma mère avait peur et au lieu de me faire confiance, elle a essayé d'acheter mon avenir à une femme avec un chéquier. J'ai plié la lettre. Je l'ai mise dans le tiroir de la table de nuit. Je ne l'ai pas jetée. Marc m'a regardé. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Nous rentrons chez nous. Nous construisons notre vie. Et nous attendons. Attendre quoi? Qu'ils décident s'ils veulent en faire partie. Il a hoché la tête. Il a éteint la lampe. Les lumières de la ville sont restées. Je n'ai eu aucun contact pendant 6 mois. J'ai changé mon numéro de téléphone. J'ai bloqué ma mère, mon père et ma sœur sur toutes les plateformes. J'ai dit à la réceptionniste de mon cabinet que si quelqu'un du nom de Dubois appelait le bureau, de prendre un message, et rien de plus. Christine a essayé de me joindre par tous les canaux de contournement qu'elle a pu trouver. Elle a appelé la mère de Marc. Elle a appelé Sophie. Elle a envoyé une lettre à mon bureau par la poste. Elle s'est présentée à la maison de ville une fois, un mardi après-midi. Marc a ouvert la porte. Elle a demandé à me voir. Il a dit, elle vous contactera quand elle sera prête. Il a fermé la porte. Chloé a supprimé son Instagram 3 semaines après le mariage. La diffusion en direct qu'elle avait enregistrée pendant l'intervention avait été capturée et partagée dans tout Grenoble. Quelqu'un a posté un clip sur une page de potins locaux. La légende disait, la sœur aide maman à saboter le mariage devant 200 personnes. Chloé a déménagé à Lyon. Elle ne m'a pas appelée. Je ne l'ai pas appelée. Carole Bernard et ma mère ne sont plus amies. J'ai appris par Sophie que Carole avait blâmé Christine pour l'exposition publique. Christine a blâmé Carole pour le message texte qui avait tout déclenché. 40 000 € et 18 ans d'amitié envolés en un seul après-midi. 3 mois après le mariage, une lettre est arrivée à mon bureau. Manuscrite, l'écriture épaisse de mon père sur l'enveloppe, sans adresse de retour. À l'intérieur, 2 phrases, je suis désolé de ne pas avoir demandé. J'aurais dû demander. Je l'ai lu à mon bureau. Je l'ai relu pendant le déjeuner. Je l'ai mise dans le tiroir de mon bureau, juste à côté de la lettre de ma mère de l'hôtel. 2 lettres dans un tiroir. Une d'une mère qui avait peur. Une d'un père qui était en retard. Je n'ai répondu à aucune des 2, mais je ne les ai pas jetées. Dimanche matin, octobre. La maison de ville sent le café et les émanations de peinture de la chambre d'amis que nous rénovons. Marc est à la table de la cuisine, lisant des plans pour un projet de pont de département que son cabinet vient de décrocher. Je suis assise en face de lui en pantalon de survêtement et t-shirt d'université, faisant défiler des échantillons de peinture sur mon téléphone. J'ai eu la promotion, parajuriste senior. Maître Henri m'a serré la main et a dit, « Tu as mérité ça environ 4 fois avant d'être prête à l'entendre. » Marc lève les yeux de ses plans. Il hoche la tête vers la chambre d'amis. Peut-être une chambre de bébé un jour. Je souris. Peut-être. Nous déjeunons. Nous lavons la vaisselle ensemble. Nous ne parlons pas du mariage. Pas aujourd'hui. Jeudi, j'appelle mon père. C'est la première fois en 6 mois. Nous parlons pendant 15 minutes. Il me parle de ses plants de tomates. Il me dit que les gouttières doivent être nettoyées. Il me dit que le chien du voisin a eu des chiots. Nous ne parlons pas du mariage. Nous ne parlons pas de ma mère. Nous ne parlons pas de la lettre. Mais l'appel a lieu. Et c'est déjà ça. Quand je raccroche, Marc demande, comment c'était? Tranquille, dis-je.
Mais c'était réel. Ma mère ne m'a pas contacté directement. Elle n'a pas appelé, envoyé de SMS ou écrit depuis la lettre de mon père. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être qu'elle attend. Peut-être qu'elle est en colère. Peut-être qu'elle a honte. Je ne m'attends pas à ce qu'elle change d'avis. Pas encore. Peut-être jamais. Mais la porte n'est pas verrouillée. Elle est juste fermée. Et si elle frappe un jour avec des mains propres, je répondrai. Les gens me demandent si je regrette ce que j'ai fait au mariage. Non. Non pas parce que je voulais humilier ma mère devant 200 personnes, mais parce que pendant 32 ans, j'ai laissé ma famille décider de ma valeur. Je les ai laissés fixer le prix. Je les ai laissés écrire les conditions. Et ce jour-là, dans cette robe blanche, devant chaque personne qui comptait, j'ai finalement décidé par moi-même. C'est mon histoire. Une enveloppe, une allée, et un choix qui a tout changé.